Bien le bonsoir, camarades, et j'espère que vous vous portez à merveille en cette douce soirée. Appréciez-vous mon charmant petit décor? Moi, il me plaît fort. J'avais dit que j'accélérerais la cadence, voyez? Je ne me suis point foutu de votre poire. J'ai donc décidé en cette douce soirée de reprendre un concept que j'avais travaillé il y a fort longtemps. Les contes effrayants issus de mon imagination. Sans plus tarder, plongeons-nous dans un récit ancien des plus fantastiques. Notre histoire en ce jour concernera un certain Martin. Martin était un garçon de la campagne. Il habitait loin de la ville aux côtés de sa famille, qui élevait des chèvres et cultivait la terre. Martin n'avait pas beaucoup d'amis, du fait qu'à l'époque on travaillait beaucoup avec sa famille, et je crois que l'école n'existait même pas à cette époque. C'était il y a fort longtemps, j'entends. Il travaillait de ce fait toute la journée, et quand le soir il avait un tantinet de temps libre, il se plaisait à aller jouer dans le jardin avec sa sœur Clotilde. Jardin qui n'en était pas vraiment un d'ailleurs, c'était des champs s'étendant à perte de vue, et au bout de ces champs, une grande forêt. Oui, vous me direz, dans mon dernier récit, il y avait également des forêts, mais j'ai décidé qu'il en soit ainsi, j'aime bien les forêts. Un soir, alors qu'il venait de terminer une longue journée de vidange, il appela donc sa sœur et l'invita pour une prenante partie de cache-cache dans le jardin, qui étaient des champs qui donnaient sur la forêt. Bon, je vais pas rappeler tous ces détails 50 fois. À mesure que le soleil se couchait à l'horizon, les ombres des arbres s'allongeaient. Bon, elles font ce qu'elles veulent, les ombres des arbres. Et l'obscurité régnait de plus en plus dans les grands champs. Comme ils avaient décidé de procéder à une furieuse partie de trappe-trappe, et que Clotilde courait très vite, ils en vinrent petit à petit à s'éloigner de la ferme, où les parents étaient en train de préparer le souper. Alors qu'ils gambadaient au travers des champs, laissant derrière eux la monotonie d'une journée bien trop fatigante, notre protagoniste décida d'accélérer la cadence, et de rattraper à tout prix sa sœur Clotilde qui le battait à chaque fois qu'il jouait à ce jeu. Plusieurs minutes passèrent, et après une course effrénée, Martin finit finalement par rattraper l'épaule de sa sœur Clotilde. Suite à quoi il cria « Victoire! Je t'ai battu, sale merde !» ou quelque chose du genre. Clotilde se retourna, essoufflée et vexée, quand soudain ses yeux s'arrondirent tels des soucoupes. Son cher frère se demanda d'abord pourquoi était-elle en prise d'un tel étonnement, quand il réalisa ce qu'elle venait de réaliser. Parce qu'elle venait de le réaliser, sinon il ne l'aurait pas réalisé. Enfin, je pense qu'il l'aurait réalisé, mais... Où en étais-je? Ils étaient au milieu de la forêt. Comme je l'avais sagement précisé au tout début, les champs jouxtaient la forêt, et sans même s'en rendre compte dans cette course qui avait mobilisé la plus grande partie de leur énergie, ils avaient quitté les alentours de la ferme pour s'enfoncer dans les bois. Alors que Clotilde commençait à paniquer, Martin, son grand frère, l'incomba de se calmer. « Pas de panique, t'inquiète, lui dit-il. Il rajouta même un wesh pour la rassurer. Nous allons retrouver un 2-2 le chemin de la maison. C'est pas comme si ces bois étaient immenses, sauf que ce que ce petit Martin ne réalisait pas, c'est que le crépuscule n'en était plus un, et qu'en ce début de soirée, sous les arbres immenses qui jouxtaient le ciel, l'obscurité grandissait à vue d'œil, et tout autour d'eux, pas une seule trace d'un sentier. Qu'est-ce qu'elle fait du bruit, la concierge? Oh, pas possible! Où en étais-je? Et tout autour d'eux, nulle trace de sentier ou des champs. Ils étaient seuls. Malgré cette situation quelque peu frissonnante, Martin réalisa qu'il ne pouvait pas rester là les bras ballants. Il attrapa donc sa sœur par la main et lui demanda de la suivre dans la direction qu'il pensait être la bonne. Mais l'était-ce réellement? Ils marchèrent 1 minute. 2 minutes, 5 minutes, avant de se rendre compte qu'ils étaient complètement perdus. Ils ne savaient pas quand ils avaient entré les bois, ni par où. Et le début de soirée qui auparavant régnait se transformait en nuit, noire et sans lune. Et ne sachant guère s'ils s'étaient mis à leur recherche ou pas, ils n'entendaient pas non plus leurs parents les appeler. Seul le silence, les bruits des arbres, quelques animaux nocturnes dans les feuillages et des échos lointains leur parvenaient. La froideur du soir commença peu à peu à s'emparer de Clotilde, qui frissonnait. Et la gravité de la situation terrifiait Martin. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable que l'on pouvait utiliser pour appeler le SAMU, les pompiers ou les WANX. Si vous vous perdiez dans la forêt et que vous ne retrouviez jamais votre chemin, eh bien il ne vous restait plus qu'à prier, car entre les animaux nocturnes et toute autre chose ancienne et mystique cachée dans les bois, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Martin devait trouver une solution. Il continuait de marcher, ils allaient tout droit, car c'était ce qu'on lui avait dit. Si jamais tu es perdu, va tout droit. Marche droit devant toi. Comme dans les mots, marche droit devant toi, Doris, je pense. C'est donc ce que Martin fit, mais plus le temps passait, plus il s'enfonçait dans les bois. L'obscurité était presque totale, car à l'époque les lampes n'existaient pas, et il n'avait pas pris soin avant de partir pour un trap-trap de prendre une torche. Je veux dire, non, moi si en jouant un trap-trap quelqu'un prend une torche, je me dis non, il veut pas m'attraper, il veut me faire brûler sur un bûcher telle une vulgaire sorcière de Salem. On traitera ce sujet une autre fois. L'obscurité était profonde, la lune invisible, si bien qu'ils peinaient à trouver leurs pas et trébuchaient souvent. Mais soudain, l'espoir naquit.
car au loin, très loin, mais il la voyait, semblait transpercer la nuit la fenêtre d'une petite chaumière. « Nous sommes sauvés », pensa Martin. « Même si ce n'est en rien les contours de la ferme, au moins nous pourrons demander de l'aide et le gîte à cette personne vivant dans les bois. Après tout, qui pourrait refuser d'aider deux bambins du village malheureusement égarés dans les grands bois? Cela serait inhumain. » Ils s'approchèrent donc peu à peu de la chaumière, sans même que Martin ne se demande qu'est-ce qu'une petite chaumière faisait là, alors que même les jours où il allait accompagner son père à la chasse et qu'il quadrillait la forêt de long en large, aucune maison n'était jamais apparue, et il n'avait jamais entendu parler d'une petite chaumière isolée dans les bois. La raison, nous le découvrirons bientôt. Ils pressèrent donc le pas pour se rapprocher de cette chaumière, malgré les réticences de sa sœur qui était prise par un profond, mauvais pressentiment. Profond et mauvais, le pressentiment. Alors là, pour dire à quel point ça va pas, il y a quelque chose qui pue du côté de cette ferme-là. Ça sent la bouse, qu'elle lui disait, ça sent la bouse. J'entends vraiment des bruits étranges, hein. Serait-ce des personnes qui crient? Enfin, au fur et à mesure qu'il se rapprochait de ce qu'il pensait être une chaumière, Martin avait de plus en plus froid dans le dos, car ce n'était en rien une petite chaumière isolée, mais une immense, immense maison, qui grandissait à mesure qu'il s'en approchait. Et c'était alors, réalisa-t-il, la raison pour laquelle il l'avait perçue de si loin, parce que la fenêtre était au moins aussi grande que la porte d'entrée de leur grange à la maison, pour vous dire à quel point la chaumière était immense. Démuni mais hésitant, Martin hésita un instant. Qu'est-ce qui était le plus dangereux, entre rester aux côtés de sa sœur dans la forêt toute la nuit, afin d'espérer pouvoir retrouver le chemin où qu'on les trouve, ou rentrer dans une immense grange qui se rapprochait plus d'un château dont il n'avait jamais entendu parler. Il réfléchit un instant, mais opta finalement pour la sociabilité. Il se dit, soyons sociaux, allons sympathiser. Ouais, bon, s'il avait su ce qu'il attendait. Aussi fort qu'il le put, il frappa donc à la porte, en tentant d'expliquer la raison de leur venue. « Mille excuses, nous sommes totalement paumés. Auriez-vous l'amabilité de nous aider, je vous prie ?» Mon imitation vaut ce qu'elle vaut. Des pas se firent entendre à l'intérieur de l'immense chaumière, et quelqu'un vint leur ouvrir. Qui était-ce? Petite page de pub. J'ai renversé ma tasse, sapristi. Oh, pourquoi ça arrive qu'à moi, ce genre de choses? Une dame immense, qui faisait probablement 2 fois la taille de leur mère, ouvrit peu à peu la porte dans un grand grincement. Son visage était ridé et émacié par l'âge, mais ses yeux étaient énormes et ses lèvres pincées. Et contre toute attente, elle portait une immense et précieuse robe qu'à l'époque seuls les membres de la haute société portaient. Elle était sertie de joyaux en plus, et Clotilde avait les yeux rivés dessus. Lorsqu'elle les vit, les traits stricts et serrés de son visage s'effacèrent, pour laisser place à un semblant de sympathie. Mes enfants, mais que faites-vous donc là, au plein milieu des bois, leur dit-elle, d'une voix très grave, mais polie. Nous nous sommes perdus. Bon alors, va falloir que vous vous habituez à cette voix, c'est celle que Nathan a. Clotilde, je ferai une version différente. Nous nous sommes perdus en jouant à trap-trap dans les champs, et nous espérions que vous puissiez nous aider. Oh, mes pauvres enfants, comme vous avez dû avoir peur. N'ayez crainte, entrez, je vais vous préparer un bon repas. Oh, un peu qu'elle comptait le faire. Rasséréné et heureux de trouver de l'hospitalité dans un moment où il était totalement démuni, Nathan entra d'un pas ferme, alors que Clotilde avait toujours les yeux rivés sur ses joyaux qu'elle souhaitait soit voler, soit gober, on ne savait pas. La grande dame à la robe de luxe... Gucci ou ce que vous voulez, les amena donc vers une grande table et leur demanda de patienter pendant qu'elle préparait le souper. Nathan et sa jeune sœur attendirent donc quelques instants et s'autorisèrent pendant ce temps à jeter un coup d'œil aux alentours. Cette chaumière ne semblait pas vraiment en être une. Bien que grande, il lui avait pourtant semblé que de l'extérieur celle-ci soit carrée. Mais maintenant qu'il était à l'intérieur, cela lui semblait tout autre. L'immense salle à manger dans laquelle il se trouvait était dotée de plusieurs portes, semblant mener à d'autres pièces encore plus grandes. « Est-ce que c'est magique ?» demanda Clotilde. Vous voyez, la voix de Clotilde est un tout petit peu plus aiguë. Je ne sais pas si vous percevez la nuance, mais bon, bref. Nathan balaya quelque peu la pièce des yeux, sans trouver quoi que ce soit qui l'interloque, mis à part un tableau sur lequel se trouvait la grande dame, qui semblait beaucoup plus jeune et étonnamment plus belle, qui tenait entre ses mains un grand et étrange bouquet de drôles de fleurs que Martin ne connaissait pas. Elle avait l'air très heureuse sur la photo, et posait la main gauche sur un puits très vieux. Martin releva donc ce détail, mais n'y prêta pas la plus grande des importances. De lourds pas se firent alors entendre, alors que la grande dame revenait avec des plats à la main. « Voici de quoi apaiser votre faim, chers enfants. Allez-y de bon cœur, j'y ai mis tout mon amour. » Et sur ce, elle déposa devant chaque enfant une grosse dinde accompagnée de patates sautées et d'un peu de ketchup. Enfin, des tomates pressées. À l'époque, le ketchup n'existait pas. Les enfants, l'eau à la bouche, se jetèrent sur les plats en remerciant le ciel de les avoir ramenés dans la maison de quelqu'un cuisinant autre chose que des bouillons de légumes infects avec plein de morceaux dedans que leur mère avait l'habitude de leur cuisiner, prétextant que c'était bon pour la santé alors que c'était pas du tout gourmand. La grande dame agrippa un bouquin sur une des étagères culminantes. Vraiment, elles étaient immenses, les étagères. Là, on parle de... Vous voyez la bibliothèque dans La Belle et la Bête, où les rayonnages s'étirent jusqu'au ciel, ben on parle de ça. Sauf qu'elle avait juste à te mettre sur la pointe des pieds pour les attraper. Je vous jure, la tour Eiffel en
j'en suis sûr. Elle agrippa donc un livre et s'assit sur un grand fauteuil de velours rouge, un peu comme cette couleur, et bouquina en leur jetant de temps en temps des coups d'œil furtifs. Les enfants dévoraient la dame qu'ils n'avaient jamais vraiment eu l'occasion de goûter, mis à part à Thanksgiving. Oui, je mélange un peu les cultures, pourquoi pas. Et avant d'entamer les pommes de terre que Clotilde baignait déjà dans la sauce ketchup de l'époque, l'œil de Martin fut attiré par un scintillement qui semblait venir de la corbeille. En effet, une petite fiole dans cette corbeille scintillait à la lumière des bougies. Cela intrigua fortement Nathan, qui se rappela du mauvais pressentiment que sa sœur avait eu avant d'entrer, et, bien que quelque peu tête en l'air, l'instinct de Clotilde la trompait rarement. Il jeta donc un œil à la grande dame, qui semblait avoir fermé les yeux pour se reposer sur son canapé, et descendit tout doucement du banc pour se rapprocher de la corbeille et lire ce qu'il y avait écrit dessus. Car oui, bien que l'école n'existait pas, il avait un ami au village qui savait lire et qui lui avait appris. Quel ne fut pas son effroi lorsque sur la fiole il lit « Potion de sommeil ». Mille et une peurs traversèrent tout à coup l'esprit de Martin qui se demanda « Mais qui était donc cette femme pour utiliser des potions? Serait-ce une sorcière ?» Son regard se tourna vers le fond de la pièce où elle était toujours assoupie sur le canapé, puis vers sa sœur qui était en train de terminer son repas et dont les paupières semblaient de plus en plus lourdes. Sur la pointe des pieds, il courut la rejoindre et lui fit part de la trouvaille qu'il venait de faire. Seulement, celle-ci semblait l'écouter à moitié et bientôt elle s'affala sur la table, roupillant tel un pinson. Bon, je ne sais pas si les pinsons roupillent, mais... En tout cas, elle roupillait fort. Martin, lui, n'était pas fatigué, et il savait pourquoi, car il s'était rendu compte que dans le récipient vide de la potion, subsistait encore quelques traces rouges. La potion était donc dans le ketchup. Martin ne savait que faire. Devait-il prétendre de s'être endormi, quitte à ce que cette grande dame étrange mette à exécution un quelconque plan diabolique? Il se demanda également si ce n'était pas par bienveillance qu'elle avait mis la potion dans leur repas, afin qu'ils s'endorment paisiblement pour attendre le petit matin, mais aucune personne sensée, même à l'époque, n'aurait fait ça. Ses yeux se portèrent à nouveau sur le tableau, aux fleurs quelque peu étranges qu'il avait regardées tout à l'heure. Et l'effroi s'empara de lui, car ce qu'il avait pris pour un bouquet de fleurs n'était nul autre que des bras d'enfant. Et ce qu'il avait pris pour un vieux puits derrière elle était en vérité un grand chaudron, où maintes choses étranges et cadavériques semblaient reposer. Il n'en fallut pas plus pour Nathan. Il souleva sa sœur, car oui, Nathan était doté de biscotto, et se rapprocha à petits pas de la porte, qui était restée entrebâillée, mais qui était juste derrière le fauteuil. Elle ne s'était pas mise là en attendant qu'ils aient terminé de manger, elle s'était installée là pour les empêcher de sortir. À mesure qu'il passait à côté d'elle, il se rendit compte que son long ronflement laissait supposer qu'elle dormait. Une aubaine, une chance, sans laquelle il n'aurait jamais eu l'occasion de fuir. Et il glissa un coup d'œil au livre qu'elle tenait sur les genoux, livre qui n'en était pas vraiment un, car celui-ci semblait avoir pour titre « Qui mange des bras d'enfant retrouve sa beauté d'avant ». Il entr'ouvrit doucement du pied la porte d'entrée. Il était costaud, parce qu'en même temps il portait Clotilde qui s'était quand même enfilé une grosse dinde, des patates et du ketchup, donc... Il ouvrit donc la porte d'entrée et partit en courant dans les grands bois. Avait-il eu de la chance ce jour-là que la sorcière ne se soit pas réveillée, que la porte d'entrée soit restée ouverte, ou qu'après quelques pas dans les grands bois il entende les hurlements désespérés de ses parents à la recherche de leur enfant? Oui, il avait eu énormément de chance. Et même si suite à ce qu'il raconta à ses parents, personne ne le crut, pas même sa petite sœur qui semblait ne se souvenir de rien, il se souvint exactement de ce qui s'était passé cette nuit-là, du festin qu'il avait consommé la veille et du risque qu'il avait encouru. Dès lors, il demanda à tous ses camarades du village de ne jamais, jamais, au grand jamais s'approcher des bois la nuit, car dedans y régnait la sorcière mangeuse d'enfants. Et bien que perplexes, les enfants le crurent, car eux croyaient aux sorcières. Pas comme tous les adultes du village qui avaient décrété que les centaines d'enfants qui avaient disparu les dernières années s'étaient tout simplement perdus dans les bois. Wow, voilà camarade. Wow. C'était... Oh, oula, mes roses tombent. Sa perlipopette, c'était musclé, hein. Bon alors, dites-moi tout, qu'est-ce que vous avez pensé de ce charmant récit pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin? J'ai beaucoup apprécié le faire au final, hein. C'est une histoire que j'ai composée de toutes pièces, et puis je me suis dit que vous aviez bien apprécié quand je racontais des choses un peu sur le thème humoristique la dernière fois, donc il était vraiment important pour moi de tester cette fois-ci une dimension un peu plus sérieuse, voilà, de tenter de faire une histoire un peu plus concrète. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez éventuellement un épisode 2, si vous le souhaitez dans le même univers que Martin et Clotilde, ou si vous souhaitez une toute autre histoire d'un autre univers. Voilà, ce concept pour l'instant il me plaît beaucoup. Avec ce nouveau petit décor charmant, j'aime bien aussi. J'espère que le montage aura rendu bien, on verra ce que j'ai été capable de faire. Et si l'expérience vous a convenu, n'hésitez point à déposer un like et vous abonner, voire à partager à d'éventuels camarades qui pourraient frissonner de cette histoire sympatoche. Et voilà, qui sait, si ça vous plaît bien, c'est peut-être le début d'un nouveau concept de la chaîne. Les contes POF, histoire au coin du feu. Abonnez-vous très chers camarades, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Et puis je vous dis, santé l'ami, à bientôt.